Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour animer ce panel sur le financement des économies collectives et durables du territoire, dans le cadre de la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Je suis Denise Fatoumata Ndour, je suis administrateur général de la Fondation Saine Finance, qui est une fondation sénégalaise qui œuvre pour l'inclusion financière des populations. Je suis également membre du comité scientifique pour l'organisation de ce forum. Je suis membre du comité consultatif du GICEF et présidente du réseau INES, qui est l'Association internationale des investisseurs en économie sociale, réseau qui appartient donc au GICEF et auquel il est revenu la tâche exaltante de construire tout le programme du forum autour de la thématique sur le financement. Et nous avons bien vu, à travers les échanges que nous avons suivis depuis le début du forum, que la question du financement est une question cruciale qui revient régulièrement. J'ai l'honneur de co-animer ce panel avec M. Dominique Le Saffre, qui est juste derrière moi. Monsieur Le Saffre a plus de 40 ans d'expérience dans la conception, le développement, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des systèmes de financement pour le développement. Il a été directeur général de la CIDI. La CIDI, c'est Solidarité internationale pour le développement et l'investissement, qui est un fonds d'investissement social basé en France. Il a eu à promouvoir la CIDI pour toutes les questions de financement de l'ESS. Monsieur Le Saffre est également membre du conseil d'administration de la FEBA, qui est la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives. Il est également membre du comité stratégique de la CIF, la Confédération des institutions financières africaines en Afrique de l'Ouest. Monsieur Le Saffre est également membre du conseil d'administration d'INES et ancien président d'INES et membre du conseil consultatif du GICEF. Bon, je vais m'arrêter là parce que je peux continuer, il a encore beaucoup d'autres casquettes. Donc, je passe la parole à Monsieur Le Saffre qui va nous camper un petit peu la thématique de ce jour et nous présenter nos illustres invités. Merci. Merci Madame Ndour. Avant toute chose, je souhaiterais que nous remercions Madame Ndour pour tout le travail réalisé en tant que présidente du réseau INES et référent pour ce thème si important qu'est le financement, pour la préparation de toute cette approche sur le financement. C'est un travail en profondeur que Madame Ndour a réalisé. Voilà. Je voudrais aussi, brièvement, mais avec force, exprimer toute mon admiration et pourquoi pas aussi toute mon émotion à la participation de cet événement historique. La tenue du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire pour la première fois en Afrique et aussi, naturellement dirais-je, ici à Dakar, qui a été depuis plusieurs décennies le creuset et le laboratoire d'une économie sociale et solidaire enracinée dans son territoire. Nous en avons reçu tellement de témoignages depuis le début de la semaine, par l'engagement de sa population, de ses collectivités territoriales et aussi de ses pouvoirs publics. Le plaidoyer que nous avons entendu ce matin dans le panel précédent a été vibrant et émouvant à cet effet. Depuis le début de la semaine, les deux pré-forums, jeunes et femmes, ont de manière emphatique, par leur témoignage, traité de la question et de l'enjeu du financement de l'économie sociale et solidaire
qui est apparu comme une préoccupation permanente. Des questions d'ailleurs ont été posées au panel de gouvernance ce matin, et un enjeu récurrent, en particulier pour tenter de répondre tous ensemble à la question posée par le Forum: comment passer de l'informel à une économie solidaire dans les territoires? Avec nos panélistes qui ont été dûment choisis, nous apporterons tous ensemble quelques réponses. Au moment où l'économie sociale et solidaire en Afrique est en train d'acquérir ses lettres de noblesse par cet important forum, rappelons juste que l'économie sociale et solidaire permet de créer de la valeur durable sur les plans économiques, social, culturel et environnemental. Il s'agit de valeurs à créer, à vivre et à partager de manière solidaire avec tous les acteurs concernés, comme les politiques de ce matin l'ont aussi rappelé. Et puis, pour être efficace et pertinent, évidemment, le financement dans ses modalités doit répondre à ces valeurs énoncées de l'économie sociale et solidaire. Ce sont nos panélistes qui vont nous indiquer et nous rappeler un certain nombre de ces convictions. J'ai le plaisir de vous présenter notre panel que nous avons voulu diversifié et représentatif. Tout d'abord, M. Mathieu Soglonou, qui est directeur de la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest. On va dire que Mathieu, à lui tout seul, il représente plus de 8 millions de sociétaires dans toute la sous-région Afrique de l'Ouest, de par l'enracinement social considérable des organisations membres. J'ai plaisir aussi à présenter M. Mohamed Atanda, qui est directeur exécutif du réseau MAIN, Microfinance African Institutions Network, qui depuis 30 ans presque, inlassablement, traite de la question du renforcement des capacités des institutions de financement de proximité par la définition de leur propre agenda. Le réseau MAIN est une force aujourd'hui en Afrique. Je voudrais présenter M. Papamadou Sarr, qui est directeur exécutif en charge de la communication à l'AFD, ainsi que M. Rachid Sam, qui est coordinateur de programme au sein de la Banque islamique de développement. Et enfin, last but probably not least, M. Milder Villegas, qui est le directeur de Filaction, qui nous vient directement de la belle province du Québec et qui préside Cap Finance Québec. Comme vous le constaterez, il s'agit d'un panel riche sur un sujet dense et avec Madame Dour, nous allons commencer tout de suite. Monsieur Atanda, quel est le profil des membres de votre association? Qui sont-ils? Quelle est la raison d'être de votre institution, de votre association, du réseau que vous représentez? Et quelle est brièvement la mission que vous avez auprès d'eux dans cette perspective de renforcement du financement de l'économie sociale et solidaire? À tous mes amis panélistes, c'est à peu près à chacun cette première question. Monsieur Atanda, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Le Saffre. Merci aux organisateurs de cet événement qui est le GESEF. Tout le plaisir pour moi ici aujourd'hui de parler du réseau MAIN et de parler du financement des systèmes financiers décentralisés qui sont membres du réseau. Alors, le réseau MAIN est un réseau panafricain
créé depuis une trentaine d'années sur le continent africain, qui a pour mission de renforcer les institutions de proximité que nous appelons encore les systèmes financiers décentralisés ou les institutions de microfinance. Et les membres du réseau représentent des institutions de financement qui sont au cœur de leur mission ou au cœur de leur activité, la solidarité. À ce titre, aujourd'hui, le MEN est représenté dans 24 pays avec 124 membres et les membres du MEN touchent des bénéficiaires finaux. Les bénéficiaires finaux sont à 14 millions sur tout le continent africain. La mission du réseau, c'est de renforcer aussi bien les capacités institutionnelles et opérationnelles des institutions qui sont membres, afin que ces institutions puissent bien délivrer les services de proximité aux populations que nous appelons les marginalisées ou les plus défavorisées. Merci. Voilà ce que je peux dire de la mission et de la Merci, M. présentation Atanda. du réseau. Monsieur Soglonou, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Le Saffre. Je voudrais dire merci aux organisateurs du forum. Merci à Dakar, la ville qui m'a vu vivre ici pendant 10 ans. Merci. Je représente aujourd'hui la Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest, en ma qualité de directeur général de cette institution, qui est une institution créée pour accompagner l'intégration sous-régionale en contribuant à la fédération à partir de la base des coopératives et des mutuelles financières. La Confédération, aujourd'hui, c'est 165 coopératives financières de l'Afrique de l'Ouest, c'est 8 100 000 de clients, c'est 1 milliard d'euros d'épargne mobilisée, c'est 800 millions d'euros de crédits mis en place, et c'est aussi une institution qui, pour accompagner la solidarité à la base, a créé des compagnies d'assurance vie pour organiser la solidarité à la base. Et en termes d'architecture financière, nous avons fini par créer un établissement financier à caractère bancaire pour refinancer le secteur de la microfinance, mais également permettre l'utilisation des moyens de paiement par la grande masse au niveau de la sous-région ouest africaine. Merci. Merci, Monsieur Soglonou. Alors, nos deux premiers panélistes viennent de souligner l'institutionnalité qui déjà a été créée depuis de longues années, qui est renforcée en Afrique et qui représente déjà, par son expérience, par leurs expériences respectives, des approches qui ont fait leurs preuves et qui seront, à mon sens, les creuser et les forces sociales également des futures solutions qui vont être identifiées par le GCF et avec le GCF et autour des convictions du GCF, autour du financement de l'économie sociale et solidaire qui représente pour ces institutions très enracinées également une étape stratégique considérable. Monsieur Rachid Sam, alors vous représentez une autre institution. S'il vous plaît, décrivez-nous brièvement d'abord qui vous êtes, ce que fait votre institution remarquable et comment vous vous enracinez également dans cette thématique. Quelle résonance a-t-elle pour vous? Merci beaucoup. Je félicite déjà le Sénégal pour abriter ce JCEF pour la première fois en Afrique. Et je remercie les modérateurs et les panélistes pour avoir associé la Banque islamique de développement à ce JCEF. Je suis Rachid Sam, je suis en charge des opérations pour le compte de la Banque islamique au Sénégal et au Mali. La Banque islamique est une institution multilatérale de développement avec une particularité, coopération sud-sud. Nous avons 57 pays membres issus des pays du Sud, si on veut, donc des pays émergents. Et notre mission, c'est vraiment de fournir des outils aux populations afin de propulser ou de promouvoir leur développement économique et social.
Donc, nous avons vraiment comme valeur la solidarité, l'entraide, le développement social et économique. C'est d'autant plus la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et ce forum est à double titre plus intéressant pour nous parce que en accompagnant nos pays dans le développement, nous agissons au niveau des populations en combattant et en fortifiant les valeurs de solidarité, les valeurs d'équité et les valeurs d'entraide à travers une finance équitable, à savoir la finance islamique. Merci. Merci, Monsieur Sam. Monsieur Sarr, vous aussi, vous représentez une institution remarquable, très connue dans le champ financier. Qu'est-ce que vous nous diriez pour cette thématique de l'ESS et l'approche que vous ne manquez jamais de promouvoir? Merci, je suis le directeur exécutif en charge de la mobilisation, des partenariats et de la communication du groupe Agence française de développement qui regroupe en son sein 3 filiales, AFD qui travaille avec les États, Trois Parcours qui accompagne le secteur privé et Expertise France qui fait l'assistance technique à tous les acteurs publics comme privés. Alors aujourd'hui, l'AFD, c'est plus de 12 milliards d'euros d'investissement par an, avec plus de 50% sur l'Afrique, et l'économie sociale et solidaire fait partie aujourd'hui des piliers du financement que nous faisons pour près d'environ 6 milliards d'euros en cours dans le portefeuille, que ce soit du financement pour les PME, les TPE, les entrepreneurs à impact, les entrepreneurs sociaux, mais aussi l'appui, par exemple, dans le cas du Maroc, de la mise en place de feuilles de route et de lois sur l'économie sociale et solidaire. Et ici au Sénégal, nous accompagnons le gouvernement aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat économique et social. Merci. Merci, Monsieur Sarr. Monsieur Villegas, avec votre accent coloré, vous allez nous édifier sur l'institutionnalité québécoise au service de l'économie sociale et solidaire. Et Cap Finance, c'est quoi? Merci beaucoup. Mais avant tout, merci beaucoup, Madame Ndour, pour l'organisation de cette activité, Monsieur Le Saffre, pour animer et modérer cette activité. Avant l'activité, Monsieur Le Saffre m'a dit, parle pas du Québec, tout le monde le sait, je vais être un peu impoli. Oui, je vais parler du Québec. Vas-y. Pour comprendre la réalité ou le type d'organisation que je représente, il faut comprendre que le Québec, c'est un grand territoire. Quand on le compare, par exemple, à la France, on parle que c'est 3 fois plus grand que la France. Quand on parle par rapport au Sénégal, on peut dire que c'est 9 fois plus grand en territoire que le Sénégal. Mais en termes de population, nous ne sommes qu'un peu plus que 8 millions. 8 millions, grande majorité, qui parlent français. Donc c'est ça qui donne la couleur à notre travail. Revenant 8 millions sur un océan de 350 millions de gens qui parlent anglais. Revenons à la question que M. Le Saffre a posée. Je représente CAFinance, donc c'est un réseau des organisations qui font du financement dans l'économie sociale. Il est composé de 9 organisations. D'ailleurs, cette activité, le JCEF, est tellement importante que même ici dans la salle, il y en a 4 de ces membres-là qui sont ici présents. Je nomme par exemple le directeur général de Microentreprendre, la directrice générale du risque, des gens de Filaction, puis bien sûr le directeur de stratégie et développement de la Caisse d'économie solidaire, M. Martin Pierre Nombre. Également, je tiens à souligner, avant de rentrer plus dans le fond de mon sujet, de merci beaucoup, Mme Ndour, d'être ici à côté des hommes. C'est comme si on disait que la finance, ce n'est que faite par les hommes. Non, non, je ça, pense que la réalité... On va s'en occuper. Réponds à la question. Oui, mais j'arrive. Sur les 9 membres que nous avons chez CAFinance, ils se gèrent autour de 26 milliards de dollars. Puis sur 3 sont des gestionnaires femmes. 3/4 de l'argent qui est géré dans le réseau CAFinance, c'est géré par les femmes. Donc ça, je tenais à le souligner.
Sur cette thématique-là, vous avez reçu le programme, nous avions aussi d'autres personnes prévues, évidemment pour des témoignages féminins. Bon, Madame Dour ne manquera pas de rappeler que les acteurs qui ont fait leurs preuves dans la durée pour assurer le financement de l'inclusion socio-économique et financière sont essentiellement des femmes, nous le savons. Merci. Donc, pour terminer, pour répondre à la question, puis peut-être dire légèrement contraire, ce que quelqu'un parlait précédemment, le travail qu'ont fait les membres de CAF Finance, ce n'est pas pour rendre bancables les projets. Nous savons, à partir des montants qu'on a mentionnés, même si on est juste 9 organisations, nous sommes en mesure de couvrir tous les besoins au niveau des organisations de l'économie sociale, tant au niveau de l'amorçage, juste même la croissance et l'expansion qui peut couvrir des millions. Évidemment, ça c'est une réalité québécoise, ça c'est une réalité nord-américaine, mais je suis conscient que ce n'est pas partout ailleurs, mais je tiens quand même à le dire que c'est ça qu'on vit. Je ne viendrai pas aujourd'hui me plaindre de certains secteurs qui sont ou ne sont pas outillés ou financés, mais globalement, on a un grand pouvoir financier pour couvrir les besoins de beaucoup des entreprises d'économie sociale. Merci, Monsieur Villegas, d'avoir souligné qu'au niveau de votre magnifique territoire, vous avez établi et articulé une institutionnalité complète qui aborde l'ensemble des enjeux du financement de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que c'est une expérience à partager dans d'autres territoires où le passage effectivement de l'informalité au financement des collectivités territoriales et de l'ESS qui se développe à ce niveau, il est certain que la belle province du Québec représente toujours une référence qui peut être très largement partagée. Madame Dour. Merci, en tout cas, merci pour ces réponses claires et pertinentes. Alors, on va essayer de gérer un peu le temps. Donc, on avait beaucoup de questions à poser, mais on va essayer de faire sur les plus essentielles. Moi, j'avais une question qui concerne en fait la stratégie, le modus operandi de vos différentes institutions, et surtout, aujourd'hui, quels sont les atouts de vos institutions respectives pour financer les économies collectives et durables dans les territoires. Et également, quels sont les obstacles auxquels vous faites face éventuellement. Je vais reprendre le même ordre que tout à l'heure. Donc, je demanderai à M. Atanda de commencer, s'il vous plaît. Les atouts du réseau main, par exemple, pour financer les économies collectives et durables pour les territoires. Merci beaucoup, Madame Amdou. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation du réseau MEN, je disais que le réseau MEN représente les structures de financement qui ont au cœur la solidarité, au cœur de leur mission. Alors, comme atout, il faut noter d'abord que le membership du réseau MEN est très diversifié. Le membership est composé des institutions de microfinance, c'est composé des banques sociales et éthiques, c'est composé des investisseurs sociaux, c'est composé des associations professionnelles et j'en passe. Quels sont les atouts dont le MEN dispose aujourd'hui pour financer l'ESS? Plusieurs atouts au niveau de nos institutions partenaires. Le premier atout potentiel, c'est la proximité avec la population cible. Parce que la population cible de ces institutions partenaires, ce n'est pas des personnes qui ont la possibilité de se rapprocher très facilement des banques classiques pour lever des financements, mais c'est des gens qui ont très peu de garanties pour pouvoir demander
des crédits, des prêts auprès des institutions de financement classiques. Donc, comme atout potentiel, je pense qu'il y a la proximité qu'il faut souligner. Deuxième atout potentiel qu'il faut souligner, c'est l'implication des élus locaux, par exemple, dans l'ouverture de certaines agences des institutions de financement de proximité que sont les systèmes financiers décentralisés ou les institutions de microfinance. À certaines occasions, lorsque les partenaires ou les institutions partenaires veulent faire l'ouverture d'une agence dans une localité, ces partenaires font recours aux acteurs locaux qui sont les maires ou les représentants locaux pour venir participer, pour venir soutenir cette initiative afin que s'ils puissent propulser et promouvoir cette activité de microfinance à travers les activités génératrices de revenus que mènent les clients ou les bénéficiaires finaux de ces institutions. Un autre atout, c'est quand on parle de l'ESS, on parle de la mutualité, on parle de la solidarité, on parle de la collectivité. Et ce concept de l'ESS existe en Afrique depuis plusieurs années, mais qui a été aujourd'hui reformulé à travers le concept de l'ESS. Reformulé en ce sens qu'il nous souvienne, dans nos villages, dans les contrées reculées, il y avait ce qu'on appelle la tontine. Et cette tontine était basée sur la confiance des membres qui sont dans la communauté pour créer, pour se mettre ensemble et développer des fonds de solidarité, mettre de l'argent ensemble pour soutenir une activité génératrice de revenus. C'est ce qui a fait l'avènement des GVEC, des groupements villageois d'épargne de crédit, qui aujourd'hui ont connu des institutionnalisations pour devenir des associations ou des institutions de microfinance pour soutenir les activités des personnes défavorisées et vulnérables en zone ou des personnes marginalisées. Donc voilà quelques atouts que je peux souligner ici. Alors comme obstacle, premier obstacle, comme je disais que ces personnes vulnérables manquent de garantie. Donc ça fait partie des premiers obstacles que nous pouvons souligner. Et même si les garanties existent, la formalisation de ces garanties. Nous savons tous qu'en Afrique, le foncier pose toujours des problèmes. Le foncier pose des problèmes, surtout pour nos femmes, pour nos mères. Et quand tu es une femme, après le décès de ton mari, soit c'est la famille qui vient, qui veut prendre l'héritage, c'est-à-dire la maison, on chasse tout le monde, c'est les enfants et la maman qui sont dehors et c'est la famille qui reprend la maison. Et donc le problème de foncier aussi, c'est un problème particulier qui constitue un frein, surtout dans la formalisation, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, au niveau du Sénégal, l'obtention des titres fonciers, et très peu aujourd'hui en Afrique, on dispose des titres fonciers pour sécuriser des prêts auprès des institutions de microfinance ou auprès des institutions de financement classique. Et voilà, si je dois revenir un peu en arrière par rapport aux atouts, l'un des atouts aujourd'hui, c'est la digitalisation. Et nous savons qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la digitalisation, les personnes vulnérables ont des possibilités aussi pour pouvoir sécuriser leur financement et la célérité également dans les fonds qui sont déposés auprès de ces institutions de microfinance ou dans ces institutions de proximité. Donc voilà quelques atouts et quelques obstacles que je peux souligner à travers les membres qui sont des partenaires qui sont membres de notre réseau. Je vous remercie. Merci Monsieur Atanda. Merci Monsieur Atanda. Je voudrais relever le fait que hier nous avons entendu des plaidoyers très forts de la part de Monsieur le Président de la République du Sénégal et de Monsieur le maire de Dakar sur cette question des garanties. J'ai connu des IMF dans d'autres régions dont la devise était « ta garantie, c'est ton travail ». Bon, la financiarisation générale fait qu'on fait attention, beaucoup plus peut-être qu'avant, à la sécurisation des transactions, c'est compréhensible. Mais effectivement, c'est un appel que l'on a entendu depuis le début de la semaine et sur lequel le G7 pourra aussi se saisir. Comment avancer sur ces questions-là
pour faciliter la mise à disposition de ressources financières pour l'ESS. Oui, Monsieur Soglonou. Merci beaucoup, Madame Dou. Je voudrais compléter les propos de mon frère Mohamed pour dire que, en termes d'atouts principaux pour notre confédération, c'est d'abord la mutualisation des méthodes de travail. Nous couvrons 6 pays de l'espace UEMOA et nous sommes arrivés à standardiser les process au niveau des coopératives. Ce qui n'a pas été facile, mais nous sommes arrivés à le faire. Le deuxième atout, c'est le pouvoir que nous donnons aux populations à la base pour décider de l'organisation de leur mutuelle, de leur coopérative et de sa gestion, avec une plus grande autonomisation des femmes dans le processus, à qui nous déléguons beaucoup la gestion des coopératives et de nos mutuelles financières. L'autre atout dont je voudrais parler, c'est l'adaptation de nos produits aux besoins des populations. Je vous ai parlé de 1 milliard d'euros d'épargne collectée, mais figurez-vous que nous collectons l'épargne à partir de 200 francs CFA. Donc, toute personne qui peut épargner 200 francs CFA par jour, par semaine ou par mois, nous collectons pour pouvoir lui donner l'opportunité de pouvoir accéder à des crédits pour faire ses activités. Ce sont des éléments importants pour nous. Et aujourd'hui, la digitalisation nous a permis de multiplier par 3 pour certaines catégories de population la capacité à épargner et à prendre du crédit. Nous ajoutons à tout ça également l'éducation financière des populations, parce que sans éducation financière, il est difficile de pouvoir mieux gérer ses ressources. Donc ce sont les éléments sur lesquels nous nous appuyons. En termes de défis, il reste que nous devons poursuivre l'éducation financière et la question de la garantie. Moi, je voudrais lancer un appel au GICEF pour voir si on ne peut pas travailler pour les années à venir à ce qu'au niveau des actes uniformes de l'OADA, il y ait un aménagement qui soit fait pour des garanties particulières pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'on nous astreint au titre foncier qui n'est pas du tout adapté à notre économie. Donc c'est important de travailler pour avoir d'autres formes de garanties qui soient plus adaptées à l'économie sociale et solidaire. Et je sais que le gouvernement du Sénégal peut porter cela. Je sais qu'au niveau du GICEF, on peut porter ce plaidoyer pour réorienter les garanties dans le secteur. Je voudrais terminer pour dire que nous avons observé que la formation à la base, la démocratisation du débat au niveau des coopératives ont permis de faire émerger des leaders d'opinion qui, dans nos mouvements aujourd'hui, sont devenus des députés, qui sont devenus des ministres et qui contribuent également à travailler pour le dialogue et à faire avancer l'économie solidaire au niveau de notre espace sous-régional. Merci. Merci, Monsieur Soglonou. Je voudrais juste relever la proposition de M. Soglonou de lancer avec le GICEF un chantier, parce que c'est un véritable chantier, puisqu'il va toucher des aspects réglementaires avec l'OADA pour traiter de la fluidification des ressources financières attendues. Ça a été un appel depuis le début de la semaine en faveur de l'économie sociale et solidaire. Moi, je suggère que cela puisse représenter l'une des recommandations, l'une des étapes proposées par le GICEF de Dakar pour avancer sur ce sujet. Oui, Monsieur Le Saff, je voulais juste effectivement rebondir là-dessus en disant qu'une de nos prérogatives, nous, en tant que facilitateurs de ces sessions, c'est de porter vraiment des recommandations réalistes, réalisables, et qui émanent en fait des différentes discussions que nous avons durant toutes ces sessions. Donc, j'en profite pour vous dire que dans vos réponses, si vous pouvez également nous donner des recommandations qu'on pourra intégrer dans la déclaration qui va être lue demain, elles sont la bienvenue. Alors, on a eu les réponses des réseaux d'institutions de microfinance. On a évoqué la question de la garantie. Je sais que l'AFD a déjà eu des réalisations faites à un niveau plus macro à ce niveau-là.
Je pense que ce serait intéressant d'avoir la position de l'AFD par rapport aux questions qui nous interpellent aujourd'hui. Monsieur Merci. Sarr. Je ne parlerai pas forcément d'atouts. Nous sommes une structure de financement. Nous sommes une banque de développement. Nous prêtons de l'argent aux pays, aux organisations de microfinance, dont parlait Mathieu tout à l'heure, les institutions de microfinance, aux banques commerciales. Et nous avons des prêts souverains, nous avons des garanties. Nous faisons aussi des subventions dans le cadre notamment de l'économie sociale et solidaire avec plusieurs organisations de la société civile française dans le cadre de Coordination Sud que nous sommes en train d'ouvrir aujourd'hui aux OSC du Sud. C'est des subventions qui leur permettent de pouvoir accompagner les régions, les départements, les collectivités locales à travers ce qu'on appelle la FICOL, le financement des collectivités locales. Un exemple concret, Montreuil, qui a un partenariat avec une collectivité locale ici au Sénégal, au Mali, au Burkina, nous sollicite pour leur mettre à disposition 2, 3, 4, 5 millions d'euros pour faire des programmes d'appui à l'économie sociale et solidaire dans ces régions, dans le cadre des collectivités territoriales. Nous les appuyons en subvention pour développer ce programme ensemble. L'État de Côte d'Ivoire ou du Sénégal nous sollicite pour le faire un prêt de 20, 30, 40, 100 millions d'euros. Je y reviendrai tout à l'heure, c'est l'une des régions pour lesquelles nous sommes ici à Dakar et dans la sous-région. Nous lançons un nouveau programme qui s'appelle Choose Africa 2, je ne fais pas de publicité, que le président Macron a mis en place pour accompagner les économies africaines, les PME, les TPE, les start-up, pour un peu plus de 3 milliards d'euros pour accompagner ces entrepreneurs à impact social, économique et pour leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus qui leur permettront de subvenir à leurs besoins, de développer leur entreprise, de passer à l'échelle, etc. Et pour faire cela, il faut qu'on ait en face un État qui nous demande, qui nous fait une demande de prêt souverain ou une banque commerciale ou une institution de microfinance. Nous en accompagnons beaucoup ici, que ce soit PAMECAS, Crédit Mutuel du Sénégal, Cofina, le gouvernement sénégalais, j'en passe, qui leur permettent après de mettre en place ces programmes. Et enfin, l'autre aspect qui est important là-dessus, nous faisons tout ce qui est appui aux textes, aux législations, à la réglementation, aux procédures d'appui de l'écosystème pour renforcer et pérenniser cette économie sociale et solidaire dans les territoires pour que ce soit durable. Enfin, avec notre filiale Expertise France, nous faisons de l'assistance technique, du conseil pour les organisations, les gouvernements, en mettant en place des experts, en mettant en place de la subvention pour appuyer à l'harmonisation des procédures. Donc le travail que Mathieu veut faire avec l'OADA, c'est des choses qui peuvent être demandées à notre directeur d'agence ici au niveau régional pour voir comment on peut appuyer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sarr, d'avoir rappelé comment une coopération bilatérale très enracinée peut effectivement apporter des réponses très concrètes, très tangibles, attendues par la population sur cet enjeu du financement qui est récurrent, permanent, et dont on a mesuré depuis le début de la semaine l'amplitude et l'envergure, notamment si on a à l'esprit toutes les données démographiques qui nous ont été rappelées au début de la semaine. Monsieur Sam, on aimerait vraiment avoir la position du côté de la finance islamique qui aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus, et à tous les mécanismes en fait qui sont ceux de l'économie sociale et solidaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur justement ce que fait la Banque islamique de développement, ce qu'elle peut apporter de plus aussi pour le secteur et éventuellement s'il y a des obstacles ou des contraintes auxquelles vous faites face? Merci beaucoup. C'est d'autant plus aisé pour moi de parler après l'AFD qui entre dans la catégorie des partenaires techniques et financiers avec comme particularité, c'est que c'est la force de la BID qui regroupe 57 pays membres, donc qui nous donne en fait une force d'agir sur tous les segments de l'économie. Donc au niveau de nos pays membres, avec toujours, comme l'a dit M. Sarr, nous agissons à travers les États, à travers des garanties souveraines et aussi à travers le privé. Donc nous avons des filiales qui agissent dans ce sens. Donc l'autre particularité, c'est la nature de notre coopération. Nous avons une coopération axée sud-sud.
Donc forcément, nous prenons déjà des valeurs de solidarité, des valeurs d'entraide qui nous permettent de pouvoir agir au niveau décentralisé, au niveau des populations locales. Enfin, vous l'avez dit, Madame Dour, la dernière particularité, c'est l'utilisation de la finance islamique, qui est une finance sur l'économie réelle, qui est vraiment axée sur l'économie réelle et beaucoup plus tangible. Et à ce titre, nous avons plus de 20 ans d'expérience dans les lignes de microfinance et dans l'assistance technique au pays en utilisant la finance islamique, que ce soit au Sénégal ou dans nos autres pays au monde. Et à ce titre, je voudrais peut-être, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la notion de garantie, aujourd'hui, nous, au niveau de la BID, nous avons essayé de repenser toute la stratégie en quittant ou en orientant maintenant le développement d'une inclusion financière vers une inclusion économique. À ce titre, les IMF devront jouer un rôle de partenaire maintenant et non pas un rôle de transfert des ressources financières. Donc, au-delà de l'assistance technique que nous apportons, au-delà des ressources que nous mettons à la disposition de nos populations, nous voudrons des partenaires qui sont à même de fournir ce qu'on appelle une économie circulaire. Cela peut être une alternative à la notion de garantie. Aujourd'hui, une IMF qui devrait financer des populations rurales qui n'ont pas de garantie devrait aussi pouvoir lui donner l'accès au marché. Donc, il ne s'agit pas, c'est ça l'avantage de la finance islamique, de donner les ressources, mais il s'agit de donner les moyens et d'ouvrir le marché. Donc, on devient à la fois pourvoyeur de ressources pour les intrants, mais aussi pourvoyeur de marché pour l'utilisation ou la revente du produit fini. Et tout cela se fait à travers une économie circulaire et ça garantit au niveau de l'IMS l'utilisation et le retour sur investissement. Et au niveau des populations, on n'est plus dans une économie d'utilisation de subsistance, mais on est maintenant dans une optique d'apport réel au niveau de l'économie. Donc voilà ce que je peux dire comme particularité de la finance islamique. Merci. Merci, Monsieur Sam, de faire ce rappel, parce que parfois, il y a une thématique simple d'accessibilité à l'information. Tout au long de la semaine, il y a eu de nombreux appels légitimes, importants, de la part d'acteurs, d'actrices en particulier, sur comment accéder à des ressources. Et finalement, on constate, c'est un des paradoxes, que de nombreuses ressources sont finalement disponibles, mais parfois c'est peut-être tout simplement les circuits d'information sur cette accessibilité qui ne sont peut-être pas suffisamment connus de tous. Et c'est la vertu d'un forum comme le G7 Dakar 2023 que de faire circuler l'information, y compris notamment sur le financement. On va écouter l'expérience québécoise, Monsieur Villegas, par rapport aux institutions qui sont membres de Cap Finance. Quels sont les atouts majeurs que vous pouvez relever par rapport à leur apport dans le financement de l'ESS? Et surtout, on sait quand même que le Canada est un petit peu un des précurseurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, il y a peut-être des échanges à faire, de leçons apprises, mais aussi éventuellement d'obstacles qu'on pourrait éviter pour mettre en place des nouveaux mécanismes. Merci beaucoup. Précurseur, je ne sais pas, mais au moins on va partager nos expériences. Ok, parfait, la conceptualisation. Les atouts, peut-être c'est à deux niveaux. En ce qui concerne qu'en finance, peut-être avant de répondre directement à la question qui m'est posée, il faut dire que parmi les 9 organisations que nous avons, représentent autour de 70% du capital disponible pour l'économie sociale. Donc il y en a un pourcentage qui n'est pas là, c'est pour des questions de membership, de membrariat, mais ça on devrait régler ça tantôt. 70%, ça veut dire c'est beaucoup au niveau d'une société, d'une nation comme le Québec. Donc le premier élément, c'est le fait d'être ensemble. Ça, il y a un grand atout. Souvent, parfois, très régulièrement, on trouve 2, 3 organisations membres de Cap Finance pour participer dans des projets. Donc, ce qui ça donne une certaine cohésion, une certaine vision dans le travail. Donc, le fait d'être ensemble, ça donne beaucoup de points. Un deuxième élément comme atout, c'est la participation de la société civile.
Tantôt, dans la session précédente, il y en a eu des questions, à savoir la société civile, communication avec le gouvernement. Dans les cas qui nous occupent au niveau des cas finances, quand on regarde l'historique des organisations, il y a une participation active et très présente de la société civile. Par exemple, si aujourd'hui il y a un réseau de microcrédits au Québec avec une vingtaine d'organisations, c'est parce qu'il y en a quelques années, une trentaine d'années de mémoire, il y a eu 7 organisations communales dans un quartier à Montréal qui se sont dit on est capable de faire quelque chose, on est capable de se mettre ensemble et créer un fonds qui nous ressemble et qui répond à nos attentes. Aujourd'hui, avec le succès de cette première organisation, il y a eu une dissémination et il y en a une vingtaine d'organisations. Donc, la société civile est très présente là-dessus. Également, les 2 plus gros fonds membres de CAF Finance sont issus du milieu syndical. Par exemple, Fonds d'Action, un des membres, un des plus gros fonds au Québec des fonds des travailleurs, un jour se sont dit le système traditionnel ne finance pas ou ne finance pas adéquatement les types d'entreprises qu'on doit soutenir, donc on va créer un fonds. Donc avec la participation de leurs membres, leur cotisation de leurs membres pour leur fonds de pension, bien on crée Fonds d'Action. Donc aujourd'hui c'est un fonds qui a quelque chose comme 3,5 milliards de capital. Il y en a un autre fonds qui est similaire aussi, qui a 17 milliards de capital d'investissement. Encore une fois, issu du milieu syndical, donc la participation de la société civile. Puis comme un dernier point par rapport à ça, à la société civile, c'est le fait de travailler en groupe, d'être organisé comme CAF Finance, ça nous donne des atouts. L'économie sociale en général au Québec fonctionne comme ça. Le gouvernement travaille en collaboration, à l'écoute de l'économie sociale. Pourquoi? Parce qu'on a l'opportunité d'être ensemble. Dernier exemple, et je pourrais en donner plusieurs, comment les gouvernements, avant d'implanter des programmes, se communiquent ou consultent, notamment CAF Finance. C'est pour ça qu'ils ont des programmes qui sont plus selon nos besoins. Ça ne couvre pas tout, je vous le dis, je ne me plaindrai pas aujourd'hui, mais on en a beaucoup de programmes qui sont en fonction de nos besoins. Un exemple, le dernier qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps, le gouvernement du Canada a fait un programme d'innovation sociale, a fait appel de projets partout au Canada, mais au Québec, le fait qu'on était au niveau de CAF Finance ensemble, on a demandé au gouvernement du Québec de nous donner le mandat d'être responsable de ces fonds-là pour le Québec. C'est ce qu'il a fait. Donc, CAF Finance est le responsable du Fonds d'innovation sociale pour le Québec et les opérations ont été léguées à un de nos membres, que c'est la fiducie du chantier. Donc, le fait d'être ensemble, le fait de participer, la participation de la société civile crée des conditions gagnantes pour être dans une relation de collaboration avec le gouvernement. Donc, ça, c'est un atout majeur. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Villegas. Merci, Monsieur Villegas. Vous venez de rappeler l'approche systémique qui existe chez vous, qui a fait ses preuves, et qui, à mon avis, peut représenter une base de coopération en tant que telle. Ce n'est pas la reproduction de modèles, mais il y a des leçons d'expérience à tirer de chez vous qui sont, on le sait, valables ailleurs. Alors, troisième salve de questions, et la dernière. Vous relevez tous du secteur, sauf l'AFD, du secteur privé. Et donc, vous portez par vos propres forces des solutions et des réponses à une demande considérable exprimée par la population. Et comment se passent, à votre niveau, les relations avec les pouvoirs publics, notamment en vue de créer des effets de levier, des effets multiplicateurs, des coopérations? Comment catalyser des énergies privées, publiques,
pour finalement répondre aux enjeux du financement de l'ESS. Alors si vous avez déjà réfléchi et travaillé sur ces questions, ce partage de vos considérations serait tout à fait apprécié. Monsieur Soglonou, je vous vois sourire. Quand Monsieur Soglonou sourit, c'est qu'il a des choses à dire. On va quand même rappeler qu'on a des contraintes, donc 2 minutes chacun. On aura le temps après de continuer les discussions. On est dans un forum. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Le Saff. Je voudrais juste dire qu'au niveau local, pour les élus qui sont ici, les coopératives, les institutions de microfinance constituent des partenaires sociaux et des partenaires financiers, en ce sens qu'ils contribuent énormément à amortir les chocs en finançant le développement des activités économiques, en contribuant à payer les taxes et impôts au niveau local aussi, de par l'activité économique qui est menée par les populations. Ce que nous vous demandons, pour mieux faire le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'encourager la consommation locale. Si nous finançons les entreprises qui produisent les biens et les services que personne ne consomme au niveau local, nous ne sommes pas amenés à rentrer dans nos fonds. Donc nous vous invitons à encourager davantage la consommation locale, à travailler, à mettre en place les infrastructures nécessaires pour la production locale, l'énergie, l'électricité, l'eau, les routes, pour faciliter l'écoulement des produits. Si vous faites cette part de votre responsabilité, nous sommes prêts à continuer par financer et à augmenter notre part de financement de l'économie au niveau local. Merci. Merci, Monsieur Soglonou. Monsieur Atanda. Merci beaucoup, Monsieur Le Saff. Alors, aujourd'hui, quand on parle du financement, je pense qu'il y a aussi une composante très importante qu'il faut souligner. Et il s'agit de tout ce qui concerne la transition écologique et sociale, qui n'est pas un facteur quand même, qui est un facteur non négligeable, parce que ce que nous finançons, nous devons être sûrs que les activités qu'ils exercent respectent les pratiques de l'environnement. Et le partenariat public-privé, je pense que c'est quelque chose de très important que nous devons également souligner. Par rapport au réseau MEN, par exemple, nous avons un fort partenariat avec l'Agence française de développement depuis Paris. Nous avons également eu à bénéficier des subventions de la Banque européenne d'investissement et d'autres partenaires. Donc le partenariat public-privé est très important à souligner. Tenir compte des activités qui respectent les pratiques, les activités qui respectent les pratiques écologiques, qui ne détruisent pas l'environnement, et promouvoir tout ce qui est local afin que les institutions, les bénéficiaires finaux puissent écouler les produits qu'ils mettent à disposition de nos populations. Merci. Merci, Monsieur Atanda. Monsieur Sarge, vous voyez opinion du chef. Depuis votre point d'observation, qu'est-ce que vous dites, même si vous avez déjà apporté quelques éléments de réponse? Vous voulez que je dise quoi concrètement? C'est-à-dire, pour vous, comment, depuis votre point de vue d'une coopération publique, la relation avec le secteur privé permet de densifier, de démultiplier et finalement de créer ce qu'on appelle aujourd'hui de l'impact tangible, visible, par effet de coopération, la transformation des impôts des citoyens, je fais partie par exemple, permet par effet multiplicateur d'avoir des effets de développement visibles dans les pays du Sud. Alors, au risque de me répéter, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons 12 milliards d'euros par an de financement. Et 50% va en Afrique. Même si on fait l'Amérique latine et l'Asie aussi et les pays émergents. C'est des contrats que nous signons avec les États sous forme de prêts et de garanties et de subventions qui contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable de ces États en finançant de l'énergie,
propres, en finançant des infrastructures durables et vertes, en finançant tout ce qui est système de santé, d'éducation, de formation professionnelle, en plus des activités de financement de l'économie de façon classique, des trains, des métros à Abidjan, un train express régional à Dakar ici, un aéroport, etc., etc. On le fait en relation avec les États ou les collectivités locales qui ont la capacité de s'endetter. On le fait avec les institutions financières, des banques, que ce soit des banques commerciales, des banques publiques de développement local, mais aussi avec les institutions de microfinance à qui nous faisons des lignes de crédit et de garantie pour pouvoir reprêter ces crédits, financer l'économie réelle et permettre justement ces développements socio-économiques auxquels ces États aspirent. Aujourd'hui, vous savez que l'AFD a plus de 80 ans. L'État français consacre plus de 0,5 points de son PIB au développement. Aujourd'hui même, a lieu à Paris le Conseil présidentiel sur le développement présidé par le président Macron. Dans un mois, on aura le comité interministériel pour la coopération internationale de développement, le CICID, qui va projeter l'engagement de la France entre 2023 et 2027 en termes de financement d'aide publique au développement, en termes d'appui aux États de façon globale, en termes d'appui au secteur privé, à la société civile. Vous savez qu'au sein de l'AFD, nous avons l'initiative Organisation de la société civile, mise en place par Bernard Kouchner dans les années 1994 quand il était ministre des Affaires étrangères, qui nous permet d'accompagner chaque année pour plus de 150 millions d'euros des initiatives des organisations de la société civile que nous accompagnons. Toutes ces activités, toutes ces ressources permettent de contribuer au programme de développement économique et social des États partenaires de la France, notamment pour le cas du Sénégal, avec le plan Sénégal émergent. Nous appuyons l'État sénégalais qui nous fait la requête, soit directement ou à travers les démembrements de l'État, pour appuyer cette politique. En Côte d'Ivoire, nous le faisons aussi dans le cadre du contrat d'engagement et de désendettement. Et je peux en donner d'autres exemples, le Maroc, la Mauritanie, etc. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit encore, je le répète une dernière fois, nous sommes une banque, c'est une banque publique de développement qui finance les activités génératrices de revenus et sociales des États qui viennent nous voir pour pouvoir appuyer leurs initiatives, la société civile, les secteurs privés, les organisations aussi professionnels qui en font la demande. Merci beaucoup, Monsieur Sarr. Ces informations qui sont votre lot quotidien ne sont pas nécessairement connues par les participants. Et c'est la raison pour laquelle la promotion ou la diffusion de ces informations permet aussi peut-être une appréhension plus sereine des contraintes de financement pour que les personnes, les participantes au G7 puissent mieux comprendre les arcanes du financement qui ne sont pas simples. Merci, Monsieur Sarr. Monsieur Sam. Donc je reprécise, nous avons 55 agences en Afrique et dans chaque pays, nous avons un directeur d'agence avec une équipe qui travaille avec les autorités, le secteur privé, la société civile, l'Agence française de développement et l'une des premières agences de coopération internationale qui est bien implantée, qui a pignon sur rue, partout. Ici, ils sont à Dakar à côté de la présidente. Les gens le connaissent bien, les secteurs privés le connaissent bien, la société civile le connaissent bien, les institutions de microfinance le connaissent bien et nous faisons des prêts. Donc, pour que ce soit clair. Monsieur Sam. Oui, merci beaucoup. Donc, je dirais qu'au même titre, la Banque islamique de développement a comme partenaire privilégié les États. D'accord ? Les États sont nos partenaires privilégiés. Nous sommes une banque multilatérale de développement. Et on dit l'État, État au sens large du terme. Donc, qui dit appui à l'État, dit aussi appui aux collectivités, à travers des programmes et projets de développement. Mais je vais mettre peut-être l'accent ici sur la relation ou l'interaction qu'on peut avoir avec le secteur privé, au travers des États. Il s'agit pour nous ici, stratégiquement, de mettre en place, d'utiliser le secteur privé local comme des partenaires de développement. Et à ce titre, l'un de nos outils favoris, c'est la mise en place de lignes de financement. Nous avons, pour le cas par exemple du Sénégal, plus de 100 millions de dollars de lignes de financement en cours actuellement, répartis entre le secteur privé
décentralisés, à savoir les systèmes financiers décentralisés, pour plus de 50 millions de dollars, et le secteur privé, banques et institutions financières, pour plus de 30 millions de dollars. Donc, notre contribution au niveau collectivité se fait à travers des lignes de financement où l'objectif principal, c'est de créer ce qu'on appelle une chaîne de valeur économique. Les populations ne sont plus simplement des emprunteurs au sens classique du terme, mais si on veut créer le développement, il faut que les populations deviennent acteurs d'une chaîne de valeur. Donc notre stratégie est réorientée chaîne de valeur économique. Et c'est d'où l'intérêt que je disais tout à l'heure, on parle beaucoup plus d'inclusion économique au lieu d'une simple inclusion financière. La particularité de la finance islamique, c'est de l'économie réelle, encore une fois je le dis. Donc nous ne sommes pas en train de prêter des ressources, nous sommes en train d'accompagner des populations à émerger d'une catégorie vers une autre. Donc à quitter une catégorie pauvre vers une catégorie développement. Donc voilà un peu ce que je peux dire en termes d'apport que nous faisons au niveau des collectivités. Merci. Dans la même lignée. Merci beaucoup. Dans la même lignée de mon collègue vient de parler, j'irai un petit peu plus loin ou peut-être avant, je viendrai revenir sur ce qu'il vient de dire. Ce que j'entends souvent où ça sonne dans mes oreilles, c'est comme si l'économie sociale, ce n'était qu'une économie des pauvres. Ce n'est pas vrai. L'économie sociale doit aider une économie de développement. Dans ce sens-là, il faut s'investir. Quand vous dites, par exemple, couvrir des filières, mais c'est ça l'élément majeur sur lequel on doit s'impliquer. Parce que comme ça, on n'est pas tributaire d'un intermédiaire quelconque. J'en ai vu des projets ailleurs dans le monde, en Amérique du Sud, dans lesquels commence par un prêt, mais une préoccupation de couvrir toute la chaîne de valeur. Comme ça, ce sont toutes les communautés ou toute la communauté qui s'enrichit et ne seulement pas certains intermédiaires. Donc ça, c'est un point majeur, occuper toute la chaîne de valeur. Pour revenir à ça aussi, je disais que tout n'était pas parfait au Québec, puis ça, je tiens à le répéter malgré tout ce que j'ai dit. Il y en a quand même des besoins pour des populations qui ne sont pas complètes. Exemple, au niveau des entrepreneurs immigrants, il y en a un grand besoin là-dessus. Puis une des façons de faire ressortir ou avancer au niveau de ces entrepreneurs-là, c'est qu'ils ne soient pas seulement d'emprunteurs, que ce soit des personnes qui s'occupent dans des filières complètes. Par exemple, un des projets, un des fonds que nous avons appuyés, c'est le fonds Afro-Entrepreneur. Un des mandats pour les années à venir, c'est couvrir, par exemple, toute la chaîne de valeur de certains créneaux, notamment les bioalimentaires. Donc, ça, c'est un élément de développement, ça, c'est une façon de travailler pour la croissance économique et sociale des personnes. Le dernier élément, comme vous avez dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Aujourd'hui, hier, on parle du Québec comme un exemple, puis peut-être c'est l'est. Mais si on veut connaître un peu plus le Québec ou les fonds sur lesquels on travaille, ben, devenez membre d'INES, organisation que Mme Endur préside. Ici, je disais qu'il y en avait 3 membres qui étaient présents, qui sont membres d'INES. Donc, si vous voulez connaître un peu plus le Québec, un peu plus cet écosystème, ben, devenez membre d'INES, et vous allez voir qu'on peut partager, collaborer ces connaissances. Espérons qu'un 4e membre de CAFinance devient membre d'INES. On parlera avec les risques tantôt. Alors, sur ça, je vous dis merci. Merci beaucoup, M. Villegas. Merci beaucoup, en tout cas, à tous nos panélistes pour ces réponses très claires. J'espère que ça l'a été pour tout le monde. On va essayer de prendre peut-être quelques questions parce que ce serait dommage de ne pas pouvoir interagir avec les personnes présentes. Je suggère qu'on ouvre une petite liste déjà, qu'on en prenne 3-4. Mais des questions d'1 minute, max. Oui, un micro à... Je pense qu'il y a aussi un monsieur de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide qui voulait apporter une petite contribution. Ça va. Sauf s'il est interpellé directement. Il est dans le public en tout cas.
Alors, première question. Oui, monsieur, madame et monsieur. Question courte, hein, s'il vous plaît. Madame, Comme vous voulez. on est sa madame, sinon. Comme vous voulez. Question. Moi, je dis madame, parce que déjà, je trouve que le panel est très masculin. Oui. Donc, Oui, en effet. on va prendre les femmes en priorité Madame. dans le public. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est Maïssa Ndiaye. J'ai eu à travailler beaucoup dans la microfinance une dizaine d'années auparavant. Et je suis dans la digitalisation à Microsoft. Et la première question que j'aimerais poser, et qu'on me pose beaucoup d'ailleurs, quelle est la frontière, la nuance, la différence entre microfinance et économie sociale et solidaire pour tout le panel? Deuxième question. Nous avons vu que vous avez beaucoup fait sur la digitalisation. En fait, quelques années auparavant, j'ai quitté le secteur pour un autre secteur, car c'était vraiment l'ère du numérique. Donc, malheureusement, heureusement, je suis restée presque une dizaine d'années et je suis revenue. Car j'avais remarqué à l'époque qu'on avait d'énormes problèmes à la base de digitalisation. Lorsque le Maine et le CIF ont parlé, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de progrès. Mais au niveau des institutions, qu'en est-il au niveau de la base, du pauvre, bottom of the pyramid? Car ils ne sont pas fous. Ils comprennent très bien et ils ont leurs petits portables. On pourrait bel et bien les digitaliser. Qu'en êtes-vous en ce moment? Merci, madame. Monsieur Rachid, de la Banque islamique, vous avez parlé d'économie circulaire et surtout de chaîne de valeur et d'ouverture de marché. Et c'est un problème qu'ils rencontrent tous, la microfinance, économie solidaire. Comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous avez des moyens de, pas coercition, mais des moyens de pousser, de lobbying pour que les États, à la base, les collectivités puissent réellement implémenter cela, c'est-à-dire pousser les bénéficiaires à s'ouvrir au marché? Dernière. Merci, madame. Dernière? Merci, madame. Ok, merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Henno, directeur à l'Agence de développement de l'Oriental du Maroc. Tout ce que vous avez dit, messieurs les panélistes, répond à la catégorie sociale qui a des garanties. Mais ma question est pour la classe la plus démunie, qui n'a aucune garantie et qu'on doit aider pour sortir de la pauvreté. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce domaine-là? Moi, j'ai une petite expérience à 0 dirham, en finance à 0 dirham, sinon à moins de 20%, c'est-à-dire moins que 0%, mais il n'y a pas le temps pour la démontrer, peut-être une autre occasion avec la GSF, qu'on peut contacter avec l'agence de l'Oriental. Merci, monsieur. Merci d'avoir posé ma dernière question. Merci. On va continuer à prendre des questions par là-bas, sur la gauche, s'il vous plaît. Merci déjà de ce premier lot de questions à fort enjeu. Bonjour, merci. Moi, je suis M. Touré de la ville de Bamako. Alors, pendant le temps que nous avons fait ici, effectivement, la question de financement, surtout de l'ESS, revient sur toutes les lèvres, parce qu'en fait, c'est essentiel. Aujourd'hui, la question est de savoir, j'ai écouté souvent, on dit, on consulte, quand on met en place des mécanismes, on consulte les collectivités territoriales. J'aurais aimé avoir des exemples concrets sur l'implication des collectivités territoriales en ce qui concerne ces mécanismes de financement à la base. Ensuite, aujourd'hui, est-ce que, je crois, à la faveur quand même de ce forum, est-ce que vous, en tant qu'acteur financier, ça vous a permis de prendre des dispositions pour que, au moins, la participation à ce forum ne soit pas une participation, je veux dire, sans impact? Quelles sont aujourd'hui les mesures que vous allez prendre à partir d'ici pour faire en sorte que, désormais, dans vos propositions, dans vos négociations avec les États,
que la place de l'économie sociale et solidaire soit effectivement plus visible et plus vraiment importante, que ça soit une des conditions peut-être que vous aurez à évoquer pour que les États puissent avoir accès à ces financements. Parce qu'en ce que j'ai compris, vous travaillez beaucoup plus avec les États qu'avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, quel est l'impact, quelle est la valeur ajoutée que ce forum effectivement pourrait apporter? Je vous remercie. Merci, monsieur. Bonjour, c'est Madame Alimatou Taïrou. Je suis du mouvement social féminin et je pense que cette question du financement est une question récurrente dans le cadre de la mise en place de cette économie sociale et solidaire. Je suis très heureuse de participer à ce panel et de me rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes en face de ces grands messieurs de la finance qu'on voit derrière une vitre d'habitude et qu'on n'a pas le courage d'aller voir parce qu'on n'est pas prêt à prendre des prêts. Bon, maintenant, l'économie sociale et solidaire, effectivement, ma préoccupation, c'était la typologie, la nouvelle vision dont parlait tantôt l'un je crois que c'est M. Sarr, la nouvelle vision des garanties. Parce que je crois que c'est ça la difficulté, le frein, pour mettre en place des financements pour l'économie sociale et solidaire. Et puis j'ai noté un autre aspect, c'est-à-dire pour accéder au financement, il faut créer ce qu'on appelle, il faut s'organiser en groupement, il faut s'organiser, c'est-à-dire c'est la loi du grand nombre pour porter la voix auprès des États, pour que les États qui sont devenus les partenaires, vos partenaires pour accéder à la finance, puissent jouer leur rôle. Je vous remercie. Merci madame. Peut-être on va commencer à répondre à ces premières questions. Mathieu, je vois que tu souhaites... Madame. Bon. Oui, le micro. Oui, allez-y. Bonjour tout le monde, je me nomme Mara Ngom, je suis membre d'une fondation Mon Pays Mon Action et puis je suis aussi un journaliste. J'ai plutôt une question à poser à M. Sarr. Je voudrais savoir, avec les 50% que vous donnez au continent africain, comment vous faites-vous pour garantir les autres continents avec les autres 50%, si possible? Merci beaucoup. Excusez-moi, nous n'avons pas très bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez la formuler clairement? Je voulais dire à M. Sarr, vous avez dit sur vos propos tout à l'heure que vous donnez 50% de financement à l'Afrique. Et pour les autres 50% qui restent, comment vous le faites pour garantir les financements aux autres continents? Vous avez compris? Bon, si vous avez compris, c'est bien. Oui, oui. Bon, là-bas, là, il y a une série de mains qui sont levées. Là-bas. Bon. Ah oui, madame, je vois que vous avez une question dont je connais la teneur. Allez-y, madame. Bonjour, je suis Virginie Diaz, je travaille pour la Fondation Mastercard. Nous sommes un acteur clé du développement et nous partageons les mêmes visions que vous, puisque l'objectif c'est d'emmener les jeunes à l'emploi et contribuer à l'accès au financement. Donc ma question c'est comment vous envisagez des partenariats avec des acteurs du développement comme nous pour une finance sociale qui soit plus pertinente, puisque l'accès au financement peut être une combinaison de dons, de prêts. Donc comment nous pouvons concilier tout ça pour faire partie de la photo de famille? Merci. Merci madame de votre question, proposition et non revendication. Et les revendications sont aussi bienvenues. Morning, this is Adnan Farman from Jerusalem, Palestine. I represent ACAD Microfinance Company. My question is that microfinance companies are getting their loans from commercial banks, and the cost of money is becoming to be increasing, so that cost of loans given to marginalized is also becoming to be increased.
So instead of helping those marginalized people to establish their projects, their initiative, it's becoming to be burden because of the high cost of loans. Is there any suggestion of establishing solidarity funds to give microfinance companies soft loans so that in return they can give it to their beneficiaries? Thank you. Merci. On va encore prendre une question en bas et puis je pense que là, on va commencer les réponses. Traduire rapidement la question d'Adnan. La question de M. Faraman, tu veux la traduire? La question de M. Faraman, c'était l'observation de l'augmentation des taux d'intérêt par l'offre de financement, en particulier des institutions de financement conventionnelles. Et sa question est comment peut-on accéder, comment peut-on fournir des services véritablement adaptés à une population qui n'a pas toujours les ressources nécessaires. Madame? Je peux? Oui, Voilà. vous pouvez. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Awasso Maron. Je suis point focal du GES, Groupe sénégalais de l'économie sociale et solidaire. Nous avons la chance ici au Sénégal de participer à la création des mutuelles d'épargne et de crédit, appelées aujourd'hui SFD. La mutuelle d'épargne et de crédit est une coopérative. Elle tend souvent à être bancarisée, mais c'est une coopérative. C'est le financement, le financier de l'économie sociale et solidaire. Donc, je dirais qu'on est en train aujourd'hui de construire l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. C'est une économie composée d'entreprises et d'acteurs. Voilà, ces entreprises ont besoin de services financiers appropriés, mais aussi les acteurs ont besoin d'être revus sur le plan social et sur le plan du travail décent. Donc, c'était la contribution que vous voudrais apporter par rapport à l'exposé que ces experts ont eu à faire. Je vous remercie. Merci, Madame. Bon, nous avons toute une série de questions importantes, en particulier la question qui... Je voudrais peut-être commencer par ça, par celle-là, pour clarifier le sujet. Entre microfinance et ESS, vous avez les micros. Peut-être Madame Dour, moi je vous poserai volontiers la question, ou bien... Ça va. Ok. Ok. Merci beaucoup, Dominique. Vas-y. La microfinance est au service de l'économie sociale et solidaire. Fondamentalement parce que la microfinance contribue à prendre en charge les besoins au niveau local des acteurs qui n'ont pas accès au financement classique, qui ont été exclus, auxquels la République et le secteur financier n'ont pas été solidaires. La microfinance est au service de l'économie sociale et solidaire. C'est l'articulation qu'il faut comprendre. Je peux continuer? Oui, oui, vas-y. Okay, d'accord. Alors, je crois que Madame aussi s'est intéressée à la digitalisation de la population à la base. En fait, la digitalisation, c'est à deux niveaux. Il y a les process, il y a les produits. Les process, c'est sur les institutions. Les produits, c'est pour les populations. Nous sommes arrivés aujourd'hui à digitaliser même l'éducation financière en langue nationale, en langue locale, pour la population, afin que ces peuples, ces populations qui n'ont pas accès à l'éducation formelle puissent comprendre comment gérer le budget, comment gérer les ressources, comment gérer le crédit. Votre préoccupation est prise en compte, progressivement on y travaille, mais c'est énorme le travail à faire. On a besoin de partenariats structurants où on va y arriver. Et je remercie notre collègue de la Fondation Mastercard qui est intervenu. Nous avons bien pris note avec le ministre Amadou. Nous avons également pris note et nos collègues de la BIDS, donc on viendra. La problématique des garanties, en fait, pour longtemps nous pensons que pour avoir le crédit, il faut la garantie. Celui qui va chez l'emprunteur, il dit qu'il a la garantie, il est sûr qu'il n'aura pas le crédit. Parce que le métier du financier, ce n'est pas de réaliser les garanties, mais c'est de financer l'économie. La garantie n'est que le dernier recours. Et donc, dans le secteur de l'inclusion financière sociale, la première garantie, c'est la qualité de l'entrepreneur et de l'entreprise. La seconde garantie que nous organisons à la base, c'est la solidarité. Donc, la plupart
les clients sont organisés en groupe de solidarité pour pouvoir bénéficier des ressources. C'est lorsque le montant du crédit commence à devenir élevé qu'on fait appel aux garanties classiques. Et nous avons dit tout à l'heure que ces garanties classiques ne sont pas toujours adaptées à nos secteurs. On ne peut pas demander à une personne qui a un cheptel, c'est ça sa propriété, de fournir un titre foncier. Or, notre code aujourd'hui ne reconnaît que le titre foncier comme garantie. C'est pourquoi nous avons nous avons lancé appel pour qu'on travaille à réviser la juridiction, la réglementation sur les garanties, afin qu'on accepte le vélo, afin qu'on accepte l'étalage de la dame, alors afin qu'on accepte tout ce que la personne a de valeur pour elle, pour pouvoir servir de garantie, afin d'avoir accès au crédit. Je ne vais pas monopoliser la parole, je crois que je vais laisser la parole aux collègues aussi pour intervenir sur les autres questions. Merci. Monsieur Sarr, parce que je sais que vous êtes pressé, vous souhaitiez peut-être donner réponse à la question qui vous a été posée. Deux, trois points. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Mathieu a dit, bien sûr. Le premier point concernant la digitalisation, je pense qu'il y a des représentants de l'État sénégalais qui peuvent parler d'initiatives qui ont été mises en place pour accompagner la digitalisation complète de la mise en place de crédits en relation avec l'État, les institutions financières et d'autres partenaires. Et aujourd'hui, ça facilite la transparence, l'efficacité et la rapidité des opérations. Nous avons aussi, il y avait une question qui concernait le cas du Maroc. Le secteur informel est pris en compte par tous les acteurs qui s'adressent à la question de l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal en parlera aussi tout à l'heure. Des pans entiers de notre économie sont sortis de l'informel chaque jour à travers des mécanismes d'appui, d'assistance technique, d'accompagnement, de formalisation, d'accès aux registres de commerce et aux NINEA qui leur permettent d'avoir accès à des crédits et d'intégrer les systèmes financiers décentralisés. Mathieu pourra en parler aussi, en relation avec les SFD. Donc les produits que nous mettons en place ne sont nullement destinés seulement aux acteurs institutionnels et aux acteurs formels. Mais le secteur informel, qui constitue plus de 90% de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, sont concernés par nos produits financiers. Mastercard Foundation. On a fait un mail à Serge hier pour un atelier qu'on fait lundi avec l'AFD sur Choose Africa 2 pour travailler sur Young Africa Works. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc, je viendrai vous chercher vos sous. On vous en donnera aussi. Avec Mathieu, comme il a dit tout à l'heure, et mon frère de la BID. Il y a un mois, on a été à la BID voir le président Al-Jasser pour créer un partenariat avec l'AFD, BID et ICD, pour faire la triangulation sur le continent africain. Pour le Mali, nous avons bien entendu, le Mali, il y a des relations diplomatiques difficiles actuellement avec la France. Je ne veux pas me prononcer outre mesure, mais il y a des organisations de la société civile avec qui nous travaillons, comme le GRET et SOS Sahel, et d'autres qui sont des acteurs prominents de l'économie sociale et solidaire, que l'AFD accompagne en subvention pour accompagner les populations maliennes qui en ont besoin, mais aussi la coopération décentralisée entre villes maliennes et villes françaises et régions maliennes et régions françaises. Comme vous le savez, il y a plus de Maliens à Montreuil qu'à Bamako. Merci. Monsieur Atanda, il y a Merci, Monsieur Sarr. Oui, merci beaucoup, Monsieur Sarr. On sait que vous devez nous quitter. Merci de votre disponibilité et d'avoir remis en cause votre organisation ce matin pour être avec nous. Merci beaucoup pour les questions. Alors, la différence entre microfinance et l'ESS, je dirais que c'est une autre appellation de la microfinance. Aujourd'hui, on parle de microfinance responsable, microfinance éthique, microfinance solidaire. Donc, qui parle de l'ESS parle en même temps de la microfinance. Donc, je dirais que c'est une forme avancée, c'est une évolution de la terminologie microfinance. Et le terme microfinance aujourd'hui même beaucoup n'utilisent pas ce terme. On parle de la finance inclusive, la finance décentralisée, la finance éthique, la finance solidaire, la finance responsable et j'en passe. Donc, c'est juste des problèmes de terminologie, c'est des synonymes. Alors, par rapport à la digitalisation, M. Soglo nous en a parlé. Par rapport aux garanties, oui, il en a parlé. Mais toutefois, je pense que la question de notre ami du Maroc, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est de ceux qui n'ont pas de garanties. Je pense que c'était ça la question, n'est-ce pas? Voilà. La réponse, elle est toute simple.
Je pense qu'il y a quand même dans différents pays aujourd'hui des programmes gouvernementaux qui sont mis à disposition des populations pour financer à des taux, sinon même à des taux zéro. Et si ce n'est pas des programmes gouvernementaux et vous êtes parti prendre une ressource ailleurs, c'est nécessairement vous devrez payer le coût de la ressource. Et le coût de la ressource, ce n'est pas zéro. Donc, en microfinance également, il faut qu'on fasse la différence. On parle de pauvres. Oui, on veut aider les pauvres. Mais de quels pauvres s'agit-il? Est-ce que c'est pauvre 1P, c'est pauvre 2P, c'est pauvre 3P? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la microfinance n'est pas une panacée, ce n'est pas là pour donner la réponse à tout, mais c'est un instrument, c'est un outil de développement qui est mis à disposition pour aider les plus vulnérables, les plus défavorisés ou ceux qui sont marginalisés. Donc pour ceux qui n'ont pas de garantie, je pense que les programmes gouvernementaux sont là et il y a même certains bailleurs qui donnent des lignes de crédit à taux zéro et on vous demande si vous voulez le taux de sortie, c'est à tel pourcentage que vous ne pouvez pas dépasser. Donc par rapport à la question des garanties, oui, certaines personnes n'auront pas de garanties, mais dans les GVEC ou dans les MUSO, les GVEC, les groupements villageois d'épargne de crédit, ou dans les mutuelles de solidarité, vous n'avez pas de garantie à donner, mais vous vous cautionnez solidairement. Donc c'est ça qui sert de garantie. Mais il n'y a pas une garantie matérielle qui est déposée, mais c'est la garantie du groupe qui sert à financer le groupe. Par rapport au partenariat, je pense que les réponses ont été données également. Et je ne sais pas s'il y a une autre question. Si la question menée par M. Faraman de l'augmentation observée du prix ou du coût d'accès aux ressources disponibles dans le secteur financier commercial, le refinancement, on va dire, oui, et qui impacte les produits dont les bénéficiaires sont des usagers, mais qui doivent payer de plus en plus cher, y compris ici en Afrique de l'Ouest. Alors comment aborder cette question-là? Alors la question de refinancement, je pense que ça dépend des négociations qui sont faites. À quel taux vous obtenez la ressource? C'est ça qui déterminera le taux de sortie auquel vous allez mettre à disposition les ressources. Et aussi, quand on parle de refinancement, il faut savoir, est-ce que les ressources sont appropriées? Parce que vous ne pouvez pas prendre des ressources de courte durée pour financer des activités à long terme. Ce n'est pas possible. Donc, c'est des ressources qui ne sont pas adaptées. Est-ce que les ressources que vous sollicitez sont vraiment adaptées par rapport à vos besoins? Donc, c'est la question qu'il faut se demander. Merci. Et quand vous allez à la recherche de ressources, il faut bien négocier pour que le taux de sortie ne soit pas élevé pour les bénéficiaires finaux de ces produits financiers. Monsieur Sam, quels sont les éléments de réponse que vous pouvez compléter? Merci beaucoup. Peut-être finir avec l'intervention du collègue sur le taux de sortie. C'est l'intérêt aussi d'avoir des partenaires multilatéraux de développement. Ici, l'objectif premier, c'est l'économie, la rentabilité économique. Donc, à ce juste titre, nous, lorsque nous mettons en place des lignes de financement, nous nous assurons que ce qui sera considéré comme un refinancement pour ces institutions financières soit plus ou moins abordable. Parce que derrière, nous avons une garantie souveraine, derrière, nous avons l'objectif de l'État, l'objectif des collectivités qui est vraiment le développement économique, social et solidaire. Donc, le taux de sortie est plus ou moins figé lorsque vous avez des lignes de financement issues de partenaires multilatéraux ou de partenaires bilatéraux. Donc ça, c'est un des aspects qui permet ou des alternatives aux mécanismes classiques de refinancement. L'autre point sur les notions de garantie, pour nous, et je vais répondre à cette question en même temps que la question à savoir comment est-ce que nous avons des outils de coercition ou bien des moyens de contrôler cette économie circulaire-là. L'avantage, lorsque vous avez en face de vous des collectivités et au plus haut niveau des États qui sont soucieux du développement socio-économique de ces pays membres ou du développement économique de ces populations, autant pour moi, c'est que l'objectif premier n'est pas de la rentabilité financière. On est plutôt vers une rentabilité économique, vers une création d'une certaine indépendance. Et au niveau de la BID, nous avons ce mécanisme à travers ce qu'on appelle l'autonomisation. Nous avons un département appelé Economic Empowerment. Donc, nous faisons de l'autonomisation, en fait, des populations. Et à ce juste titre, c'est juste de l'économie circulaire. Et comment nous le faisons?
Nous, d'abord, le principal atout, c'est de sélectionner le partenaire technique idéal. Qu'il soit IMF, qu'il soit banque, à travers l'État, c'est de sélectionner ce partenaire technique idéal. Le deuxième aspect, c'est de connaître le profil de la population, le profil du secteur d'activité auquel nous voulons intervenir. Je prends le secteur le plus risqué, l'agriculture par exemple. Aujourd'hui, comment nous finançons l'agriculture? Comment nous finançons des populations qui n'ont pas de garantie, mais qui doivent cultiver des terres et qui doivent aller d'une agriculture de subsistance vers une agriculture économique aujourd'hui? Donc, avoir un accès aux ressources. Nous, en tant que partenaires financiers, nous apportons les infrastructures nécessaires. Nous mettons en place les infrastructures nécessaires et en plus de cela, nous mettons en place les lignes de financement au travers d'IMF qui sont proches de ces populations. Mais ces IMF sont des partenaires techniques, c'est-à-dire ils ne sont pas juste pourvoyeurs de ressources, mais ils sont pourvoyeurs de moyens. Ici, on a des services non financiers. Le premier service non financier dans ce secteur, c'est de dire quel est l'accès aux intrants aujourd'hui. Donc, au lieu de donner les ressources financières à la population, nous les facilitons l'accès aux intrants. Si vous facilitez l'accès aux intrants aux populations, vous êtes sûr d'avoir une production. Donc, l'autre élément fondamental, est-ce qu'on a un marché? Donc, aussi, à travers ce partenaire technique, il y a la facilitation de l'accès au marché pour que la production qui sera générée puisse être revendue. Nous sommes dans une économie circulaire. En tant que partenaire au développement avec l'État, nous mettons en place un projet de développement. Nous sélectionnons le privé qui devient un partenaire intelligent dans le mécanisme d'économie inclusive qui met en relation des acteurs au niveau entrée de la chaîne de valeur et au niveau sortie de la chaîne de valeur pour que tout au long de cette chaîne de valeur, les populations soient satisfaites. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant où tout le monde sort gagnant de ce mécanisme. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et je voudrais terminer peut-être, comme on est dans le cadre de ce forum, Mathieu l'a dit, hein, le plus important ici au niveau de la garantie, c'est la régulation. Parce qu'aujourd'hui, ces IMF, ces banques, ils ont aussi des prérogatives. Ils sont contraints par le régulateur en matière d'exposition au risque. Donc il faudrait peut-être qu'à un certain niveau, on puisse poser le débat avec le régulateur. Est-ce qu'on doit demander le type de garantie ou le type de conformité au niveau des ratios prudentiels par secteur ou par couche d'acteurs économiques? Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut poser. Donc en fonction du portefeuille, le régulateur ne doit pas être regardant de la même manière par rapport à l'obligation d'exposition par rapport au risque. C'est ce que je voulais dire pour terminer peut-être. Merci. Oui, bien sûr, mon expérience est surtout nord-américaine, mais ce qu'on vient de dire, c'est tout à fait dans la même ligne. Premièrement, est-ce que c'est une question d'accessibilité ou c'est une question de viabilité? Alors, parce que quand on parle de taux de crédit ou de garantie, c'est toujours en fonction de gestion du risque, comme vous venez de le dire. Pour combler ou répondre à ces besoins, nous, dans notre cas, on l'a réglé de différentes façons. Premièrement, il y a un écosystème qui doit venir en aide, en accompagnement, en encadrement au niveau des entreprises pour qu'ils soient structurés de la façon que les risques soient diminués. Donc, je reviens à l'histoire, est-ce que c'est viabilité ou d'accessibilité? Ça, c'est la question. Également, comment est-ce que nous, comme entreprise d'économie sociale, on crée, on est partie prenante de cet écosystème-là? Par exemple, Filaction, l'organisation que je dirige, gère un programme gouvernemental de soutien, de données d'expertise aux entreprises d'économie sociale. Puis nous, dans le cadre de cette gestion, nous avons décidé que la priorité ou qu'en majorité ou qu'avant qu'une entreprise d'économie sociale nous demande du financement pour le soutien de l'entreprise, il faut que soit faite ou faite la démarche au tout de moins, que soit une entreprise d'économie sociale qui donne ces services-là. Donc c'est comme ça qu'on est en train de créer un écosystème. Évidemment, je vous le dis, ça c'est notre réalité, ce n'est pas la réalité de tout le monde. Et on parlait de réglementation. Sur les 9, je pense qu'il y en a 4 ou 5 de nos membres qui ne sont pas réglementés. Donc on est capable de jouer sur les marges puis, pour ne pas aller au niveau de ces questions-là de garantie. Pour nous, quand on analyse des projets, on regarde avant tout et surtout et uniquement, c'est la viabilité du projet. La garantie, c'est une des questions en dernière qui peut être ou ne pas être tenue en compte parce que on regarde toute les structures du projet et la viabilité du projet. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Villegas. Je pense que je vais juste peut-être, je suis facilitatrice, mais je veux apporter
Une petite contribution par rapport à la question sur la différence entre microfinance et ESS. En fait, au niveau de la finance sociale et solidaire, on a un ensemble de mécanismes qui permettent de financer les projets des acteurs de l'ESS. Et parmi ces mécanismes, on a les institutions de microfinance qui adressent une certaine population parmi ces acteurs. On a d'autres structures qui peuvent être des structures bancaires, des banques sociales et éthiques notamment. On a des fonds d'investissement sociaux, on a des fondations, etc. Donc la microfinance fait partie intégrante de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que dans nos pays, justement, c'est peut-être un des outils les plus utilisés pour adresser les acteurs de l'économie et sociale, parce que ces acteurs se retrouvent peut-être à un niveau que nous, on souhaiterait en tout cas porter à l'échelle. Aujourd'hui, la réponse au financement de l'économie sociale et solidaire ne doit pas être une réponse uniquement micro. Et je pense que c'est pour ça qu'on a tenu à ce que dans le panel, on ait aussi bien des acteurs du secteur de la microfinance, parce que M. Atanda et M. Soglonou représentent quand même des réseaux, d'abord d'institutions de microfinance qui se sont mises ensemble pour devenir, voilà, avoir une certaine force d'intervention et de négociation. Et on a aussi invité des personnes qui étaient à un niveau plus macro, et notamment qui travaillaient avec les États centraux et les collectivités territoriales. Il y a eu une question sur les exemples concrets. Je pense que celle-là n'a pas trouvé de réponse. Exemples concrets par rapport à... C'était les mécanismes mis en place entre l'État et les fonds de financement. On ne va pas répondre ici parce que je pense que quand on a construit tout le programme autour de ces thématiques, il y a beaucoup d'ateliers au niveau desquels, justement, c'est là que vous aurez des échanges avec des gens qui vont venir parler des initiatives. On a notamment un atelier sur l'inclusion financière et sociale dans les territoires. On en a un sur la digitalisation financière. On en a également sur le financement de l'agriculture et de la transition écologique et sociale, mais aussi sur le point qui est hyper important de la réglementation, qui s'appelle cadre légal et réglementation, parce que c'est vraiment un point qui empêche des fois les acteurs de la finance sociale et solidaire de pouvoir offrir des services qui répondent aux besoins des populations parce qu'ils ne sont pas forcément encadrés du point de vue réglementaire. Donc je vous invite, pour conclure, avant de repasser la parole à Dominique Le Saffre, à aller dans les ateliers. Il y en a aujourd'hui, il y en a demain. Si vous regardez là où il y a la pastille rouge sur le financement, c'est tous les ateliers où vous aurez des possibilités de mieux interagir avec les intervenants qui sont venus pour justement partager leurs expériences et aussi prendre, comme on dit, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Il faut en profiter pendant ces 2 jours qui nous restent. Merci à vous. Eh bien, c'est le moment de remercier de votre participation, de constater que ce sujet du financement intéresse et va probablement intéresser encore longtemps. Nous pensons que le GCF Dakar 2023 sera une étape pour coaliser ces réflexions tous ensemble, pour un dialogue permanent sur le financement entre les collectivités territoriales, les représentants des sociétés civiles, les institutions financières, les spécialistes qui font ces activités-là depuis longtemps aussi, et qui ont, grâce au forum aussi, la possibilité d'écouter les questions fondamentales portées par les usagers que vous êtes et les promoteurs que vous êtes aussi de tant de magnifiques initiatives relatives à l'économie sociale et solidaire. Pour clore, merci beaucoup Madame Dour d'avoir préparé et articulé tout ça depuis de longues semaines. Je l'ai dit en avant-propos, je voudrais que nous puissions la remercier très chaleureusement. Allez-y. Merci. Et je voudrais aussi enfin remercier notre panel pour sa disponibilité, commandée depuis longtemps, parce que ces personnes sont très occupées. La plupart d'entre eux ont fait le déplacement de Dakar exprès pour ce panel
et je veux plus que vivement les en remercier. Et je sais que nous pouvons continuer à compter sur ces personnes pour réfléchir avec nous au niveau du forum et au-delà sur ces thématiques du financement qui nous préoccupent et vont probablement nous occuper encore quelque temps. Je vous remercie. Merci à notre modérateur aussi, M. Dominique Le Saffre. Merci beaucoup.